Bonjour, officiellement à cet événement, je me présente, Véronique Fournier, je suis directrice générale du Centre d'écologie urbaine de Montréal et je suis très heureuse de vous accueillir pour ce webinaire vers un réseau franco-québécois des budgets participatifs focus sur les pratiques d'inclusion. Ce webinaire, c'est l'occasion de présenter un premier portrait des pratiques de budget participatif au Québec et en France. Et cet événement, c'est l'un d'une série qui ont comme objectif de jeter les bases d'une collaboration et d'échange entre les leaders francophones du mouvement démocratique qu'est le budget participatif. Tant en France comme au Québec, les enjeux de démocratie, d'inclusion ou encore de transition écologique se retrouvent au cœur de ce processus démocratique qui soutient l'engagement citoyen. Autant des outils que des pratiques développées témoignent de l'innovation et de la créativité dont font preuve les administrations, tant ici au Québec qu'en France. Et bon, bien sûr, depuis sa naissance à Porto Alegre, au Brésil, en 1989, le budget participatif est devenu un véritable mouvement qui gagne en expansion partout dans le monde. À titre d'exemple, en France, il y a environ 170 collectivités qui mènent un budget participatif, que ce soit des villes, régions, des départements, communes. Au Québec, on l'a vu partiellement dans les 2 dernières années, c'est plus du tiers de la population québécoise qui a eu la possibilité de participer à un processus de budget participatif. Donc, sur le terrain, il y a de nombreuses initiatives de budget participatif qui sont en place, mais des ponts restent à construire pour renforcer la capacité des acteurs à réaliser de telles démarches, pour en accroître l'impact également. Et c'est dans cet esprit que le Centre d'écologie urbaine de Montréal et Décider ensemble ont développé cette collaboration. Nous sommes donc très enthousiastes devant l'intérêt démontré aujourd'hui. Anne parlait de près de 200 personnes inscrites qui nous suivent ce midi au Québec ou en début de soirée en France et qui pourront également là, accéder au webinaire par la suite. Et ce sont autant des praticiens, des chercheurs, des citoyens engagés. Sont également là, présents de nombreux élus de différentes municipalités au Québec ou d'administrations en France, et ce sont des municipalités ou administrations de toute taille de différentes régions. Nous accueillons aussi des participants qui sont en provenance de différents pays de la francophonie et nous vous remercions de votre présence. Enfin, je tiens à remercier également le ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec et le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française dans le cadre de la Commission permanente de coopération franco-québécoise qui soutiennent tous deux cette démarche. Donc, à ce stade-ci, j'invite Anne Gauthier, chargée de projet au Centre d'écologie urbaine, engagée dans de nombreuses démarches de budget participatif, à poursuivre en tant qu'administratrice de cet événement. Donc, bon webinaire à tous. Merci beaucoup, Véronique, pour ton mot de bienvenue. Donc, je vais animer cette séance avec Katharina Zuegel, donc directrice de notre partenaire Décider ensemble. Donc, les objectifs aujourd'hui, on veut vous présenter le projet de réseau franco-québécois des budgets participatifs. On veut aussi vous présenter un premier portrait des pratiques de budget participatif au Québec et en France, qui sont les résultats d'un sondage qu'on a distribué auprès des praticiens de la francophonie. Et on veut permettre aux acteurs de se connaître et d'échanger sur les pratiques pour des budgets participatifs plus inclusifs. Notre déroulement sera donc une première partie tous ensemble, informative, où on va parler du réseau et des faits saillants du sondage, donc de notre portrait des pratiques. Ensuite, on a la chance d'avoir avec nous 3 intervenants, des représentants d'une ville au Québec et 2 villes en France, qui vont nous parler de leur démarche de budget participatif et de pratiques inspirantes pour inclure la population, parfois des groupes spécifiques. On aura une période de 15 minutes où on va vous inviter à poser des questions aux intervenants. On le fera par écrit, je vous donnerai les consignes à ce moment-là. Puis, on va se diviser en sous-groupes pour pouvoir se parler, se rencontrer et échanger sur les pratiques d'inclusion. Puis, on va revenir en grand groupe à 11h25. J'aurais dû mettre les heures en France, excusez-moi, je vous ai oublié. Donc, on revient à 11h25, 18h25 en France pour le mot de la fin, la conclusion, les prochaines étapes. Qu'est-ce que le réseau franco-québécois des budgets participatifs? Tel que l'a mentionné Véronique Fournier en introduction, les démarches de budget participatif fleurissent en France et au Québec et suscitent un grand engouement, mais les ponts restent à créer.
pour renforcer les capacités à mener de telles démarches d'innovation démocratique. C'est ainsi qu'avec notre partenaire Décider ensemble, on a souhaité rassembler les acteurs clés des budgets participatifs au sein d'un réseau franco-québécois qui va être innovant, vivant et dynamique. Et on souhaite inviter les leaders du budget participatif de la francophonie, des autres pays de la francophonie, à y participer, à nous faire part de leurs pratiques inspirantes aussi et participer aux échanges. Nos objectifs sont de créer des espaces pour faire naître les échanges de pratiques, de connaissances et d'expériences et de créer des outils qui vont être utiles à la pratique. 3 thèmes sont mis de l'avant pour guider nos échanges: la transition écologique, l'inclusion et les outils numériques. Donc, à ce jour, on a eu un premier événement en septembre dernier qui portait sur le budget participatif comme levier de transition écologique. Aujourd'hui, on se concentre sur les pratiques d'inclusion et éventuellement, nous parlerons des outils numériques qui peuvent soutenir les démarches de budget participatif. Le projet de réseau est inspiré du Réseau national des budgets participatifs français. Donc, on remercie les représentants de ce réseau national-là qui sont avec nous aujourd'hui et du Réseau international de la démocratie participative et du budget participatif, People Powered, qui sont nos partenaires de réflexion sur le budget participatif. Alors, je vais maintenant céder la parole à Katharina Zuegel, directrice de Décider ensemble, qui va nous présenter notre premier portrait des pratiques. Bonjour à toutes et tous. Donc, merci beaucoup, Anne, pour cette ouverture de l'atelier. Donc, ce que je souhaite faire aujourd'hui, c'est vous présenter les résultats de notre sondage. Donc, d'abord, merci à toutes et tous qui ont répondu au sondage qui nous permet de dresser un état des lieux de la situation des budgets participatifs et surtout avec une focus sur nos 3 thématiques, la transition écologique, l'inclusion et l'utilisation des outils numériques au service du budget participatif. Donc, c'est un sondage qu'on a conduit entre le 16 septembre et le 27 novembre l'année dernière avec 2 focus, une sur les attentes du réseau et l'autre sur des pratiques des collectivités. Donc, en total, on a eu 91 répondants des différentes régions du monde et dans 46 collectivités, une de la Belgique, Bruxelles, qui sont aujourd'hui avec nous, une de la Côte d'Ivoire et 22 de la France et 22 du Québec. Donc, pour vous donner une petite idée de qui sont les répondants à ce sondage et quel type de collectivité ils représentent. Donc, en France, la plupart des collectivités qui ont répondu et qui ont mis en place des budgets participatifs, c'est les services de participation qui a été en charge et qui a répondu au sondage. Au Québec, c'est beaucoup plus varié. Il y a des agents des services de la communication, de la participation et aussi du service à la communauté et au développement social. On voit aussi que la plupart des collectivités qui ont répondu et dans lesquelles il y a des budgets participatifs sont des villes ou des communes, mais aussi des arrondissements et des secteurs qui sont aujourd'hui avec nous aussi, surtout au Québec, quelques régions, quelques départements, surtout en France, et des intercommunalités et quelques districts. En total, ces 46 collectivités ont réalisé 97 budgets participatifs, dont quelques-unes qui ont réalisé une première budget participatif et d'autres comme Paris, Bruxelles ou Grenoble qui ont déjà fait 7 éditions. Donc, c'est un portrait assez divers, même si c'est pas, on ne comprend pas tous les acteurs non plus qui ont réalisé des budgets participatifs en France et au Québec. On s'est focalisé sur nos 3 thématiques. Premièrement, on voulait savoir à quel point le budget participatif est utilisé au service de la transition écologique. Et effectivement, il y a pour l'instant très peu de collectivités qui mettent en place un budget participatif avec ce focus. Il y a seulement 6 budgets participatifs qui ont été réalisés par le plateau Mont-Royal, un arrondissement de Québec et de Montréal, la ville d'Antony et la ville de Sceaux en France, la région Occitanie et la ville de Givors. Il y a 3 collectivités qui ont prévu de faire un budget participatif avec ce focus pour 2022.
Ce sont le département Seine-Saint-Denis, la ville de Lyon et la ville de Villerupt, tous les trois en France. Les thématiques de ces budgets participatifs transition écologique sont assez divers. Quelquefois, focus que sur les climats, par exemple en région Occitanie, d'autres fois sur l'éco-responsabilité et d'autres plus larges avec développement durable, environnement, écologie, biodiversité, consommer différent, mettre plus de végétaliser la ville. Donc, c'est des thématiques assez diverses. Et surtout, ce qui est intéressant, on voit que les objectifs principaux derrière sont surtout faire émerger des nouvelles idées et projets et sensibiliser la population. Donc, la plupart des CPP sont plutôt conduits dans cet objectif-là et moins dans l'objectif de attribuer un budget à la transition écologique parce qu'effectivement, le budget attribué au budget participatif est trop peu important ou insuffisant pour avoir un vrai impact sur la transition écologique. Donc, ces budgets participatifs, transition écologique, servent vraiment à avoir des nouvelles idées et impliquer la population et la sensibiliser. La deuxième thématique, et c'est aussi la thématique de l'atelier d'aujourd'hui, c'est l'inclusion. On sait qu'un des plus grands défis dans toutes les démarches de la participation, c'est avoir un public représentatif et divers qui participe. Et donc, on voulait savoir qu'est-ce qu'ils font les collectivités pour s'assurer d'une BP assez inclusive. Et donc, la première question, c'est en fait, est-ce que les collectivités se rendent compte qui participe et combien de personnes? Et donc, 61% des collectivités, donc 28 de notre sondage, affirment de documenter le type des participants. Ce sont surtout l'âge, lieu de résidence et le sexe et genre. Et après, on voit une énorme différence culturelle entre les collectivités en France et Québec. Au Québec, il y a aussi des questions comme le droit de vote, la situation des handicaps, la classe sociale, l'identité culturelle, le statut d'immigration ou le pays de naissance qui sont documentés. C'est quelque chose qui est très rare ou pas du tout le cas en France. Ensuite, on a demandé qu'est-ce qui est fait pour s'assurer qu'il y a un public plus large et plus divers qui participe. Et donc, la grande majorité des collectivités met en place des actions spécifiques. Ce sont surtout la collaboration avec des associations, d'autres institutions publiques, comme par exemple des écoles, la mobilisation des groupes spécifiques, mise sur le pied des comités de pilotage, l'animation d'ateliers autour des groupes spécifiques. Et on a vu aussi beaucoup des questions comme le aller vers, donc aller dans les marchés, au pied du meuble pour avoir une autre public. Mais on apprendra plus tout à l'heure du département des Landes, de la ville de Bruxelles et du plateau Montréal sur Mont-Rochereau, sur des démarches à mettre en place pour avoir un public plus inclusif. Donc, quels sont, selon nous répondons, les défis principaux à un budget participatif plus inclusif? Et ce qui ressort le plus, c'est vraiment le manque de diversité dans les groupes sociaux qui participent. Donc, on voit qu'il y a surtout des groupes des mêmes classes sociales et même niveau d'éducation qui participent. L'inaccessibilité du processus peut aussi être un frein, ou l'insuffisance d'éducation civique, la communication ou la réalisation des projets qui est trop lente, la manque de confiance dans la collectivité ou le processus peuvent être aussi des défis, mais moins importants. Et donc, la dernière thématique à laquelle on s'est adressé, c'est la place des outils numériques dans le budget participatif. Et donc, ce qui ressort, c'est que pratiquement toutes les collectivités ont mis en place des outils numériques au soutien de leur démarche. C'est surtout pour les dépôts d'idées, l'information sur le processus et le vote. Les outils numériques sont beaucoup moins souvent utilisés pour organiser des ateliers, des ateliers d'idéation, de création des projets. Et comme c'est une enquête qui s'est faite en pleine crise sanitaire, on s'est intéressé aussi à la question, est-ce que il y a certaines étapes qui sont exclusivement conduites en numérique, et ça, c'est le cas dans 61%, et c'est surtout pour le dépôt d'idées ou les votes.
Et les raisons sont d'un côté la taille de la collectivité, mais aussi la crise sanitaire, la simplification, que c'est moins de ressources qui sont nécessaires et pour amener plus de transparence du processus. Et donc, l'objectif d'utiliser les outils numériques, c'est surtout pour permettre un autre lieu de participation, donc pour augmenter le nombre de participants, mais aussi pour renforcer la communication et la transparence du processus. Par contre, la plupart des collectivités sont aussi bien au courant que le défi principal de l'utilisation des outils numériques reste la fracture numérique, qui est de loin un défi plus important que d'autres questions comme la connaissance des des outils numériques en interne ou la communication autour des outils numériques. Donc, le défi principal, c'est vraiment la fracture numérique, qui explique aussi pourquoi la plupart conduit quand même certaines étapes aussi en présentiel. Donc ça, c'est pour vous donner un petit aperçu des résultats de notre sondage. On vous partagera dans le chat le lien pour trouver la fiche complète et un rapport synthétique avec tous les résultats et aussi des bonnes pratiques de quelques villes et collectivités qui sont avec nous aujourd'hui ou qu'on a pu voir en septembre dernier lors du premier webinaire. Et donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions, si vous souhaitez partager vos propres retours sur ces questions ou vous avez d'autres remarques. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Katharina, pour la présentation de ce portrait des pratiques. Donc, le lien va vous être partagé par l'option de conversation, de chat, et par la suite, par courriel, vous recevrez les ressources qui sont présentées aujourd'hui à tous ceux qui se sont inscrits. Sur notre site budgetparticipatifquebec.ca, à l'onglet Réseau France-Québec. Donc, vous allez retrouver la fiche synthèse qui reprend les résultats qu'on vous a partagés et aussi un rapport détaillé là, qui va un peu plus loin dans les résultats du sondage et qui présente un peu plus de pratiques inspirantes en transition écologique, en inclusion et au regard des outils numériques. Alors, nous avons donc la chance de recevoir 3 intervenants qui vont nous présenter des budgets participatifs au Québec et en France et les pratiques d'inclusion qu'ils ont mis en place. Je vais vous les présenter. Donc, nous allons commencer avec M. Francis Dumont, qui est responsable du développement social et culturel à la municipalité régionale de comté du Rocher-Percé, qui va nous présenter les stratégies qui ont été déployées dans le cadre d'un budget participatif dédié aux jeunes de 15 à 35 ans, donc qui a lieu en 2019-2020. Il sera suivi de M. Arnaud Pinksteren, échevin de la petite enfance, de la participation citoyenne et de la rénovation urbaine à la Ville de Bruxelles. La Ville de Bruxelles déploie un budget participatif sur une échelle différente, c'est l'échelle des quartiers. Et donc, M. Pinksteren va nous s'explique comment les citoyens jouent un rôle clé à chaque étape de la démarche via les comités de quartier. Enfin, nous entendrons Mme Marie Balayer-Brasier, responsable adjointe de la démocratie participative et de l'innovation au département des Landes en France. Elle va aussi nous parler de stratégies d'inclusion des jeunes qui ont pris une part importante là, à la 2e édition du budget participatif de la Ville, réalisée en 2021, l'année dernière. Alors, j'invite M. Francis Dumont à nous présenter sa démarche de budget participatif. Nous avions une diapositive qui ne semble pas apparaître. Donc, je vous laisse commencer, M. Dumont. Parfait. Alors, bonjour à tous. Je vous dis un bonjour d'un des plus beaux villages du Québec, qui est Percé. Présentement, je suis en télétravail dans ma ville, à Percé, mais je travaille pour l'organisation qui est la MRC du Rocher-Percé. Petite MRC, grand territoire, petite population à la pointe est du Québec, en Gaspésie. Alors, 5 minutes, ça va être très court. C'est le temps qu'on m'a alloué. Je pars mon chrono. Je vous parle 5 minutes d'un projet qui a duré 4 ans.
Donc, imaginez là, imaginez la synthèse que je dois faire. Juste pour vous dire, en entrée de jeu, je remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup cette chance-là que vous me donniez de vous présenter ce que notre jeunesse a fait sur notre territoire. Moi, je ne suis que le porte-parole d'un processus collectif né par les jeunes. C'est les jeunes qui nous ont demandé de faire un budget participatif et c'est l'engagement des élus d'y avoir répondu. Notre engagement, nous, était plutôt vers un groupe ciblé de jeunes de 15 à 35 ans. Et on voulait absolument stimuler l'engagement citoyen en accompagnant nos jeunes. Et les jeunes avaient manifesté le désir de réaliser des projets en partenariat avec les municipalités. Ils voulaient connaître comment faire et réaliser un projet. Ils revendiquaient beaucoup, beaucoup d'installations sportives ou toutes sortes de, même d'approches environnementales, puis ils disaient à la ville, c'est à toi de le faire. Alors, on a mis en place ce principe-là. Il y a eu 50 000 $ pour supporter 4 projets vainqueurs. Juste pour vous dire que la valeur ajoutée avec le monde municipal, on a injecté dans la collectivité pour réaliser les 4 projets plus de 90 000 $. Donc, oui, la MRC a injecté des sous, mais le monde municipal a également bonifié ces enveloppes-là. Et c'est un projet qui a été financé par la MRC et le secrétariat à la jeunesse, volet projet jeunesse locaux. Vous pouvez avancer. Vous avez la page ici. On la voit enfin, la fameuse page. Elle est arrivée à cette page-là. Notre stratégie. Comment on a travaillé, et tu peux encore appuyer sur la diapo, la stratégie de communication et de mise en place du projet. La partie la plus importante pour nous, c'est la force du partenariat qu'on a eu avec notre Carrefour Jeunesse Emploi, Option Emploi. En France, c'est l'équivalent des missions locales, ce que vous appelez les missions locales. Ces gens-là nous ont permis, à travers même leur propre mission, de réaliser notre projet. Sans eux, je vous dis, ils ont ouvert toutes les portes et je souhaite à toutes les municipalités, les MRC du Québec principalement et même de la France, d'utiliser cet organisme-là si vous ciblez les groupes de jeunes. Nous avons également misé sur le résultat d'une large consultation jeunesse. 2 ans plus tôt, J'écoute la jeunesse, c'était son nom, c'était une consultation jeunesse. Il y a eu un potentiel de 2900 jeunes, 15-35 ans. C'est près de 30% qui ont répondu et ils nous ont emmené on a identifié 11 enjeux, ils nous ont emmené une centaine de pistes d'action. Mais là, on est allé les voir en leur disant, bien là, vous aviez ciblé des pistes d'action, nous vous donnons de l'argent, nous vous offrons la possibilité d'obtenir de l'argent pour réaliser les actions que vous aviez ciblées entre vous. Et c'est une consultation qui avait été portée par et pour les jeunes. Ça, c'était vraiment intéressant. Ensuite, avec eux, on a développé une plateforme citoyenne, juste pour eux. C'est un coût assez important dans la démarche, mais elle fut très, 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 très importante. Le jeune devait aller s'inscrire comme citoyen et devait déposer son projet. Ensuite, c'est également cette plateforme-là qui donnait toute l'information, les règles du jeu. Et également, c'est par cette plateforme-là qu'ensuite avait lieu le vote populaire. Donc, c'était vraiment, vraiment intéressant. Ils avaient un lieu juste pour eux et un outil juste pour eux. La principale force de la stratégie, c'est que c'est un projet qui a été porté par les élus. Je reviens avec l'engagement premier, c'est un engagement citoyen. Et les élus voulaient emmener les jeunes à prendre des décisions et à porter un projet. Quand je vous dis porté par les élus, les 5 maires et mairesses, la préfète, se sont prêtés au jeu à faire des capsules vidéo, à mettre ça sur les réseaux sociaux, à faire les entrevues radio, à faire les entrevues télé, à aller rencontrer les jeunes dans les écoles, à animer des groupes de coworking. Toute cette dynamique-là, ils l'ont portée constamment, même dans les ouvertures des séances publiques municipales, ils demandaient aux jeunes de s'impliquer. Ils demandaient aux jeunes, on vous a consulté, le nom de la consultation, c'est « J'écoute la jeunesse », on vous écoute. Il est temps que vous déposiez des projets à l'intérieur d'un budget participatif. Et également, une autre stratégie qui a été très, très utile pour nous, c'est que ça a été très court dans le temps. On a bien voulu, on a lancé ça juste avant la période des fêtes pour que les jeunes puissent en parler entre eux. Et 2 mois après, on annonçait les vainqueurs. Je vous invite à aller voir la plateforme. Là, vous allez voir tout le processus. Je n'irai pas en détail aujourd'hui comment on a travaillé, mais on a quand même misé sur le temps très, très, très court pour obtenir le plus de résultats possible. Le constat ou les constats, en ciblant un groupe comme ça, il faut faire très attention au vote de popularité.
Il s'est avéré, il y a des gens beaucoup plus leaders dans leur collectivité jeunesse, là. Donc, c'est facilement... j'ai déjà terminé mon 5 minutes. Donc, je veux juste vous aviser de faire attention à la popularité. Ça a été très, très, très stimulant pour les villes et les jeunes. Et pourquoi ça a été stimulant? C'est qu'un coup que le projet est choisi, le jeune s'assoyait dans le monde municipal, participait aux rencontres, parce que le jeune avait gagné le projet, mais n'avait pas gagné l'argent. L'argent était remis à la municipalité et c'est la municipalité, avec toutes ses règles du jeu municipal, qui réalisait le projet au nom du jeune et qui devait s'assurer qu'il y ait une participation de plusieurs partenaires. Les jeunes voulaient parler aux élus et ça a été une réussite. Et la proximité des jeunes et des employés municipaux, il s'est créé des liens qui sont encore en place. Juste vous donner une observation, dans la grande consultation, les jeunes nous avaient demandé, s'il vous plaît, les directeurs des loisirs et de la culture et des sports du monde municipal, avant de faire un skatepark, demandez-nous où l'installer, s'il vous plaît. Nous sommes les jeunes et nous voulons l'utiliser. Donc, c'est un peu ça. Et là, aujourd'hui, c'est partie courante. Le monde municipal intervient souvent, vont vers les jeunes. Et également, juste pour vous dire qu'une motivation, la motivation la plus importante, c'est l'engagement dans le budget participatif. S'il n'y a pas de motivation du jeune de faire quelque chose, l'engagement va être très, très, très difficile. Nous, il nous faut une suite, certains. Et je vais vous donner juste, si vous pouvez être devin, ne faites jamais un budget participatif à la veille d'une pandémie. Nous avons remis les lauréats le 22 mars 2020. Donc, nous avions 4 projets vainqueurs et nous avons dû les réaliser à travers une pandémie. Je peux vous dire que là, on a perdu beaucoup, beaucoup de motivation d'après les jeunes, mais je vous rassure, les 4 projets ont été réalisés. Alors, je vous remercie de votre temps. J'ai dépassé mon temps. Merci. Merci beaucoup, M. Dumont. C'est très inspirant, puis ça va vraiment dans l'esprit du budget participatif, d'aménager la ville avec, ici, dans le cas-ci, les jeunes. Donc, c'est super. Donc, nous allons passer à la ville de Bruxelles avec M. Arnaud Pinksteren. Vous pourrez, M. Pinksteren, me dire quand changer les diapositives. Oui, très bien, merci. J'avais un petit peu... bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre invitation. Alors, 2 choses. Donc, je suis ravi d'être invité à une réunion franco-québécoise, étant en proche périphérie de Paris. Donc, c'est vraiment merci pour cet accueil. Et je suis ravi surtout de pouvoir échanger avec vous. Et j'avais envie de répondre déjà à l'intervenant précédent, à Francis, de dire que nous, on a fait des budgets participatifs que en période de pandémie, en fait. Donc, je suis assez content de savoir que c'est possible en dehors et que ça fonctionne aussi. Mais bon, pour plus sérieusement, ici, je voulais vous présenter ici, sur ce premier slide, un peu la philosophie de la participation citoyenne à la ville de Bruxelles depuis 2018, depuis que je suis entré en fonction. On essaye vraiment de stimuler l'innovation sociale, mais au travers de l'implication des citoyens dans l'accompagnement des projets publics, ça c'est une chose, mais surtout de co-construire la ville avec eux. Et c'est là-dessus que je vais m'attarder, puisque dans cette co-construction de la ville, le cœur, la pierre angulaire en fait de cette co-construction, c'est la possibilité qui est donnée aux citoyens de co-décider de budget d'investissement. Donc on parle d'ici d'1 million d'euros, un peu plus d'1 million d'euros par an, pour lequel on sollicite les citoyens non seulement pour qu'ils nous parlent des projets qu'ils souhaitent voir portés dans leur quartier, mais aussi pour qu'ils décident des projets prioritaires à réaliser sur base de leur idée. On peut passer à la dia suivante, parce que pour faire ce travail-là, alors vous voyez, je ne vais pas rentrer dans les détails, en fait, je n'ai pas le temps pour ce slide-là, donc on peut passer déjà au slide suivant. Pour faire et pour déployer ce budget participatif, ce n'est pas un budget participatif qu'on fait à l'échelle de l'entièreté de la ville de Bruxelles, qui compte un peu plus de 180 000 habitants, mais ici, on veut travailler à l'échelle des quartiers. Les quartiers, c'est vraiment une donnée sociologique très forte, en fait, et très identitaire à Bruxelles. Il y a eu toute une série d'études qui l'ont démontré. Donc, on s'est dit, essayons de travailler peut-être autrement. On va travailler donc autrement en proposant des budgets d'investissement, pas des coups de pouce, mais donc des budgets conséquents pour investir, donc construire des choses. Et on va travailler à l'échelle d'un quartier en se reposant sur un conseil de quartier. Ça, c'est le concept qu'on a développé depuis 2018. On a installé ces conseils de quartier et on peut passer à la slide suivante.
qui sont des lieux d'identification des besoins d'un quartier. C'est aussi un organe citoyen que l'on compose par tirage au sort. Et donc, pour faire écho à cet objectif de diversité, d'inclusion, ici, clairement, on est dans un organe de pilotage et d'accompagnement, puisque c'est ça qu'on lui demande, d'accompagner le budget participatif dans cet organe qui est, en fait, et qui assure une diversité grâce à ce tirage au sort des citoyens qui le composent et qui sont aussi rejoints par des représentants de l'associatif, mais en moindre nombre pour pas qu'ils prennent le pouvoir sur les citoyens moins avertis et moins habitués, je dirais, de ces techniques de projet. Et donc, il revient à ces citoyens et à ce conseil de quartier, on peut passer à la slide suivante, d'analyser, donc, je le disais, les besoins du quartier. Ils font un diagnostic, ils consultent le quartier, ils se connectent au quartier et ils accompagnent le processus en identifiant quelles sont les idées pertinentes qui ressortent de cet appel à idées large et citoyen, après une analyse technique et administrative qui est réalisée par les services de la ville. Et donc, ils amènent vraiment leur regard, leur expertise et dans un premier screening, je dirais, une première analyse de ce qui est fait, de ce qui est prioritaire. Ils soutiennent les idées aussi et ils peuvent même, et ça, ça ne figure pas sur le slide, mais en bout de processus, c'est eux qui avisent le collège, donc cet organe décisionnel qui rassemble le bourgmestre, donc le maire et les adjoints au maire, échevin, et donc il donne un avis qui est suivi en général jusqu'à présent par le collège, un avis clairement délibéré entre eux pour dire voilà la liste des projets qu'on souhaite voir se réaliser dans notre quartier. Alors, nouveauté pour les prochains budgets participatifs, là ça fait 2 ans qu'on en a mis 3 en place, et donc le prochain prévoit aussi que le conseil de quartier puisse lui-même se mobiliser pour proposer un projet. Donc là, on va voir si ça prend. On peut passer à la phase suivante parce que ça, c'est, je dirais, l'accompagnement et la conception, mais il y a une autre volonté que nous avons, c'est de toucher la diversité en allant à la rencontre des citoyens. Donc, on a développé, j'essaie d'aller vite, développé cet outil de participation mobile qui est un vélo cargo qui s'appelle le Babelair, c'est du bruxellois pour dire bavard. Et donc, il va à la rencontre des citoyens et qui nous permet d'échanger, de favoriser l'éclosion d'idées, de travailler les projets avec eux. Donc ça, c'est pour nous, les actions de terrain, vraiment un élément assez essentiel pour favoriser cette diversité et pour cette diversité d'opinions, de votes, mais aussi d'approche et de budget. Un autre élément qu'on a mis en place, et c'est le slide suivant, et qui nous semble absolument essentiel, c'est l'accompagnement en fait. Un citoyen peut avoir une idée, mais il n'est pas toujours outillé pour la transformer en projet. Et donc là, on a déployé l'année dernière vraiment pas mal de ressources pour réaliser des ateliers méthodologiques, vraiment pour conduire le citoyen et pour le guider vers ces transformations d'idées en projet, lui donner, construire des partenariats, estimer des coûts, vraiment construire un dossier en fait pour que ce projet puisse être réalisé dans un délai raisonnable, c'est-à-dire 2-3 ans. Et puis il y a des ateliers aussi avec les services de la ville parce que ça nous semble aussi important qu'un budget participatif soit l'occasion de montrer aux citoyens le fonctionnement en fait de nos institutions et donc le fait d'être confronté, s'il a par exemple un projet d'espace vert ou de plaine de jeux, d'être confronté au service qui va devoir l'entretenir après, qui va devoir peut-être accompagner sa mise en œuvre, choisir les essences, et ça permet de se poser des questions et de prendre aussi une autre perspective par rapport à un projet qui serait simplement discuté au coin d'une table entre quelques voisins. J'avais aussi envie d'ajouter, mais ça c'est dans un slide que vous n'avez pas, mais de dire que la diversité elle est aussi dans la mise en œuvre du budget participatif. J'ai envie de dire que la réalisation des projets elle est aussi confrontée à un enjeu de diversité extrêmement important et que je perçois aujourd'hui, pas plus tard que la semaine dernière, un projet citoyen était attaqué par d'autres citoyens parce qu'ils estimaient que eux habitaient plus près d'un lieu où le projet devait être réalisé, que eux étaient donc plus légitimes. Mais créer ce débat et ce dialogue, une fois que le projet prend forme, est aussi essentiel. Et à ce moment-là, il est essentiel de diversifier aussi les points de vue et les opinions et organiser cet échange, de travailler aussi dans la mise en œuvre des projets avec des partenariats comme les écoles. On a planté 600 arbres la semaine dernière avec des écoles, c'était super. Donc voilà quelques éléments d'information, quelques éléments que j'avais envie de vous communiquer, de partager, non pas pour vous dire faites comme nous, mais avec beaucoup
beaucoup d'humilité pour vous demander de voir comment nous pouvons encore mieux faire. Des pistes à creuser, je terminerai par là, et j'en ai déjà entendu quelques-unes, c'est le slide suivant, ben c'est en tout cas un élément qui pour nous est à creuser, c'est la mobilisation des associations, des écoles, de tous ces partenaires qui ne sont pas directement liés aux structures que j'évoquais, notamment des conseils de quartier, qui ne sont pas non plus liés à ces citoyens, à ces comités de quartier déjà fort organisés, qui ont déjà énormément de relais au niveau de la ville, mais vraiment aller toucher encore plus ces personnes qui sont acteurs de leur quartier, mais qui ne sont pas identifiés nécessairement facilement. Je vous remercie pour votre attention. Désolé pour la rapidité du débit. Merci beaucoup, M. Pinksteren. C'est nous qui s'excusent. On vous a squeezé dans le temps. On va atteindre beaucoup d'objectifs en 1h30. Et c'est très intéressant d'avoir une perspective de budget participatif dans des quartiers identitaires sur des plus petites échelles. C'était très intéressant. Je céderai la parole à Marie Balayer-Brasier du département des Landes. Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci également de nous avoir invités, la France, le département des Landes, pour vous parler de cette expérience du budget participatif. Donc, pour nous, en fait, nous commençons en 2022 notre 3e édition. Première édition en 2019, la seconde en 2021 et la 3e donc maintenant. Alors, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le bilan en fait, de la première édition qui était plutôt un bon bilan en termes de participation, mais qui a pu identifier des faiblesses, notamment le faible taux de la participation des jeunes. Donc, à partir de là, au budget participatif citoyen des Landes 2, l'idée a été de mettre en place le développement de ce qu'on a appelé des réseaux endogènes. Et là, pour cela, de s'appuyer en tout cas sur l'ensemble des directions qui sont au sein du département. Donc, on a réuni les directeurs et de là, on a fléché trois réseaux à développer. En 2021, donc le réseau Enfance et Jeunesse, celui dont je vais vous parler. Cette année, le réseau Handicap. L'année prochaine, le réseau Précarité, en s'appuyant donc sur les directions. Pour cela, quand même, on a déployé une stratégie. Donc là, pour l'instant, je fais l'introduction à la slide que vous avez sous les yeux. La stratégie, c'est d'abord effectivement de décider, c'est ce que je viens de vous dire avec les trois réseaux à développer, mais c'est aussi préparer et construire, donc en faisant le repérage de l'ensemble des partenaires, on va dire tête de pont, les incontournables, au moins pour le lancement du réseau, sachant qu'ensuite, ce sont des réseaux qu'on continue dans la durée. Après, c'est la mise en œuvre, à la fois en rencontrant les directeurs, les animateurs, les publics cibles. Après, c'est une évaluation et enfin une co-construction pour l'année suivante, c'est-à-dire quels sont les objectifs que l'ensemble du réseau, Enfance et Jeunesse, admettons pour cette année, s'assigne pour l'année suivante, afin de lever de nouveaux freins qui auraient pu être identifiés. Donc là, la slide que vous avez sous les yeux, en fait, vous voyez un petit peu l'écosystème que l'on a développé dans le cadre du réseau Enfance et Jeunesse. Donc, on a rencontré en tout, en 3 mois, 56 partenaires, enfin 57, 56 partenaires. On a fait à peu près 550 personnes rencontrées, dont dans 103 interventions, une partie auprès des jeunes et d'autres auprès des directeurs. Surtout, ce qui était intéressant, c'est qu'on a fait des expérimentations. Alors, au niveau de l'éducation nationale, ça n'a pas forcément été très simple, je ne vous le cache pas. On est passé par les inspecteurs d'académie, ça n'a pas forcément marché. Mais en revanche, on a trouvé l'entrée, et c'est maintenant une entrée que l'on va continuer à creuser, c'est celle des centres de documentation et d'information, donc les CDI, avec lesquels on va travailler en lien avec les conseillères principales d'éducation ou les conseillers principaux d'éducation. Et donc, avec on va dire ces 2 professionnels, on a pu réunir un certain nombre de jeunes qui ont travaillé soit pour des projets au sein des établissements, soit pour des projets dans leur village, dans leur canton, etc. Après, on s'est énormément appuyé sur les espaces dédiés aux jeunes, puisque la façon dont est organisée en France, en tout cas au niveau des communautés de communes, on va avoir des espaces jeunes et parfois dans les villes, mais nous, dans notre département, on n'a que des toutes petites villes. On a 330 villes et la plus grande, elle fait 35 000 habitants. Et on est le 2e plus grand département de France, donc vous voyez, d'un village à l'autre, parfois, il y a 40 km. Donc, c'est vraiment, il faut aller chercher très, très loin. Le problème de la distance est un vrai problème pour nous. Donc, parmi les jeunes, les espaces dédiés aux jeunes, on a travaillé aussi dans le champ de l'ESS,
en allant voir l'ensemble des écolieux, des Fab Labs, etc. Et puis après, on s'est appuyé sur l'ensemble des opérateurs associatifs en théâtre, musique, danse, etc. À partir de là, donc, on a réussi quand même à créer une certaine émulation autour de la jeunesse. Et donc, je vous propose de passer à la slide suivante. En parallèle, ce que l'on a fait aussi, c'est qu'on a décidé de développer une communication qui s'adaptait à la jeunesse. Donc, vous devez le voir derrière moi, le logo, voilà, façon Marvel, libère tes idées. Donc, on avait une affiche dédiée aux jeunes. On a fait 11 capsules vidéo pour parler aux jeunes, des chevalets de présentation, notamment dans les médiathèques, les CDI, etc. Et puis, des campagnes d'affichage urbaines et un Instagram aussi qui fonctionne plutôt très, très bien. Je vous propose de passer à la slide suivante. Donc, résultat, lors de cette deuxième édition, on a eu cette année donc 49 projets jeunes soumis au vote, dont 17 projets lauréats. L'année précédente, donc ça correspond à peu près à un tiers des projets qui sont des projets jeunes, alors que la première année, c'était 18% des projets qui étaient des projets jeunes. On a eu beaucoup plus de transformation aussi. Le taux de transformation de l'idée en projet a été beaucoup plus important parce qu'on les a accompagnés, mais aussi on avait rencontré leurs directeurs, leurs animateurs, etc. On avait fait des ateliers d'idéation, on a créé des jeux, je joue avec mon idée, etc. etc. Et donc, voilà, 17 projets jeunes lauréats. Et 3 thèmes de prédilection, les thématiques en tout cas des projets, c'est sport et loisirs, éducation et jeunesse et environnement et cadre de vie. Vous voyez le montant moyen aussi des projets. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'enveloppe du budget participatif des Landes, c'est 1,5 million. 1,5 million, donc 10% minimum dédié aux jeunes. La première année, ils en ont pris 10% et cette année, ils en ont pris 45%. Voilà, donc la part des jeunes dans le budget participatif a énormément, elle est presque à la moitié du budget. Et enfin, donc ce qui était important aussi, c'est que pour mener ce budget participatif citoyen, on a une commission citoyenne composée de citoyens qui ont été suivant un appel à volontaires, en fait. Et cette année, on a intégré 6 jeunes de 14 à 20 ans. Ils ont tous été formés au budget participatif pour pouvoir en parler. Donc, au moment de la phase de dépôt, ils nous ont aidés à pouvoir, en fait, en parler auprès des jeunes en allant dans leur établissement, en faisant différents posts aussi sur Instagram, mais au-delà de ça, en étant présents à nos côtés dans des journées portes ouvertes numériques, etc. Ils ont joué ce rôle d'ambassadeur et pour certains, ils ont même voulu faire de l'accompagnement de porteurs. Donc, pour certains, ils se sont vraiment formés à des choses entre l'investissement, le fonctionnement, les champs d'action du département, est-ce que c'est techniquement et administrativement faisable, etc. Et donc, voilà, ça a été aussi d'une grande richesse à la fois au sein de la commission citoyenne et puis pour l'ensemble des citoyens aussi d'avoir ces jeunes auprès de nous. Voilà. J'ai un petit peu dépassé. C'est correct. Merci beaucoup, Madame Balayer-Brasier. On aurait dû faire un événement de 2 heures. C'est tellement intéressant. Ça aurait été le fun de vous laisser plus de temps pour ne pas vous essouffler. Donc, on va prendre un 10 minutes de questions pour pouvoir avoir du temps pour échanger en sous-groupe. Compte tenu qu'on est un grand nombre de participants, je vais vous inviter à poser vos questions dans la conversation écrite et on va prendre quelques questions seulement. Donc, je vais commencer par une première question. Le temps que vous écrivez vos questions par écrit, ma collègue va sélectionner des questions. Monsieur Dumont, quand on fait un projet, une telle démarche avec des jeunes, est-ce que il faut faire un peu plus de formation en amont, un peu plus d'éducation civique pour permettre aux jeunes de comprendre et de participer à la démarche? Un des principaux défis, c'était justement la complexité parfois des processus de budget participatif. Est-ce que dans le cadre de votre démarche, vous avez eu à faire des formations sur le budget? Qu'est-ce qu'un budget municipal ou comment participer à la ville? Non, du tout. Du tout. On a été vraiment dans un accompagnement de promoteur, donc de stimuler le jeune à devenir un promoteur, un générateur d'idées, excusez-moi. On les a fait travailler ensemble, mais c'est le jeune qui allait inscrire de façon individuelle
son projet et c'est lui, après ça, de façon individuelle, comme jeune, qui était accompagné par le monde municipal. Et à partir de là, il y avait l'éducation. On lui montrait comment faire un budget, on lui montrait c'était quoi les règles, on lui montrait comment on doit faire une résolution municipale, comment aller chercher du partenariat. C'est à partir de ce moment-là. Et je veux juste vous dire qu'il y a eu à peu près une trentaine de dossiers, de projets déposés. 15 projets ont été retenus et ces 15 projets-là ont eu un accompagnement du monde municipal et les 15 ont été mis au vote populaire et c'est 4 projets qui ont été... donc, ce n'est pas en amont, c'est directement durant l'action que ça a été fait. Et juste vous dire que sur notre territoire, c'est la première fois qu'on utilisait même le mot budget participatif. Et pour tout l'ensemble de la Gaspésie, l'année précédente, il n'y avait eu que 2 municipalités qui l'avaient fait dans une formule beaucoup plus générale ou traditionnelle, soit un quartier qui veut avoir un nouveau parc. C'était plus cette approche-là. Donc, nous, on était vraiment innovateurs en Gaspésie en ciblant un groupe. Merci beaucoup, c'est intéressant votre réponse. Donc, au lieu d'essayer de donner toutes les informations au début, perdre un peu les gens, les décourager avec toute cette information-là, c'est de les prendre au fur et à mesure puis les accompagner pas à pas. Super. Je vous dirais, c'est également tantôt, quand je vous ai dit que nous étions très courts dans notre stratégie, dans le laps de temps, on ne pouvait pas en prendre 2-3 mois à rencontrer les étudiants. On était dans une période, dans une session écolière aussi. Là. Et donc, c'était pour ça aussi c'est cette façon-là qu'on a voulu travailler. Là. Et il ne faut pas oublier également qu'il y avait un autre groupe d'âge qui sont les 18-35 ans. Eux, il fallait les rencontrer autrement. Là, donc, et eux, c'était très difficile de donner de la formation en amont. Merci beaucoup. Donc, j'ai une question. Isabelle, tu me diras s'il y avait un intervenant qui était ciblé ou pas? Bruxelles, OK. Donc, pour M. Pixteren. Pour la phase, on passe de l'idée au projet quand on accompagne. Combien de temps est-ce qu'il faut accorder à cette phase-là pour qu'on puisse bien accompagner les porteurs de projets? Puis, combien à peu près de porteurs vous avez accompagnés? Ça crée combien de projets? Il y a une sous-question. Comment les services sont impliqués, les services de la ville impliqués dans cette phase-là aussi? Ça fait beaucoup de questions, ça. Hein, oui, vous pouvez en choisir une. C'est une rafale de questions, mais je vais essayer d'y répondre. Alors, la période d'accompagnement, on est sur 2-3 mois. Et j'ai envie de dire que c'est de toute façon trop court, en fait. Ça met une pression, il y a une pression forte. On essaie vraiment de travailler en parallèle le moment de l'appel à idées. Dès qu'on recevait une idée, on la traitait. On l'analysait, on regardait si elle cadrait avec les contours du budget participatif tel qu'on l'avait défini. Donc, est-ce que c'était de nos compétences? Est-ce que c'était le type de dépenses qu'on voulait pouvoir réaliser au travers du budget participatif? Une fois qu'on avait cette analyse-là, alors ça rentrait effectivement en parallèle, donc toujours dans cet accompagnement plus méthodologique qui prenait donc 2-3 mois. Et donc, on a eu, malheureusement, il y a l'été, enfin, malheureusement, heureusement, et donc les gens partent en vacances, c'est fort bien, mais donc tout s'arrête un petit peu en juillet, août. Donc, on est sur des périodes et sur des timings qui ne sont pas encore hyper stabilisés de notre côté parce qu'on se rend compte qu'on doit peut-être mieux ajuster les différentes séquences pour faire en sorte que ce soit plus fluide et que ça mette moins la pression sur les services. On a eu des idées. On a eu plusieurs. On a fait, pardon, je recommence. On a fait 3 budgets participatifs, donc dans 3 quartiers différents. On avait dans chacune de ces occasions-là plusieurs dizaines de projets, mais je dirais plutôt 40, enfin d'idées, pardon, 40, 50, 60, parfois même 70, 70, on dit chez nous, idées, mais concrètement, on arrivait vraiment en travaillant cet accompagnement à plutôt 10, 12, voire 15 projets qui étaient vraiment soumis au vote, qui étaient vraiment aboutis et suffisamment mûrs que pour être soumis au vote. Pardon. Et donc, c'est un travail colossal qui est effectué par le service participation pour justement faire cette analyse, cet accompagnement, mais on est aidé aussi par un consortium de professionnels, de facilitateurs, mais aussi par des personnes et des personnes référents dans les différents services concernés par les thématiques qui font l'objet d'un appel à idées. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Mais... Oui, merci. Le Centre des collèges urbains, on accompagne plusieurs villes à mettre en marche leur démarche de budget participatif et c'est ce qu'on constate, ce que vous avez nommé. Ça prend du temps à mener une telle démarche innovante au niveau de la démocratie avec la population, puis
vivre un processus d'intelligence collective, ça prend du temps, il faut se donner ce temps-là. Puis aussi, pour les professionnels des villes, c'est une démarche aussi qui est nouvelle pour eux et qui leur demande du temps, donc il faut leur offrir ce temps-là. Donc, merci. Puis on voit aussi au sein des villes québécoises aussi, plusieurs idées sont reçues, mais c'est à peu près 10 à 20 projets comme vous qui sont développés pour être mis sur le bulletin de vote. Merci. La deuxième question pour vous encore, M. Pinkston. Les conseils de quartier sont formés par tirage au sort sur une liste de volontaires. Est-ce que c'est sur une liste de volontaires ou c'est des échantillons représentatifs de la population comme un jury? Alors, c'est un système de double tirage au sort. Donc, on a d'abord un premier tirage au sort de plus ou moins 10% de la population du quartier sur base du registre de la population. Donc, c'est purement aléatoire. Et ensuite, sur base des personnes qui répondent favorablement au premier courrier qu'ils reçoivent, qui les invitent à rejoindre notre conseil de quartier, sur base de ces réponses positives-là, on a un deuxième tirage au sort, mais qu'on appelle stratifié, et donc qui doit assurer que on crée des catégories, des sous-catégories en fait de personnes par rapport aux différentes caractéristiques d'un quartier. Donc, je sais pas moi, s'il y a 20% de plus de 65 ans, ben, on doit retrouver dans la proportion et dans l'équilibre global la même chose. Et donc, on crée ces sous-groupes et au sein de ces sous-groupes, et en fonction des profils que l'on reçoit, on retire au sort les personnes. Mais tout le monde, évidemment, ne répond pas au premier courrier. Hein, donc, on a un taux de réponse qui n'est pas énorme. D'ailleurs, dernièrement, on a envoyé et a été tiré au sort l'ancienne reine des Belges, Paola, mais elle n'a pas répondu puisqu'on s'intéressait à ce quartier-là. Et donc, on a eu quelques membres de la famille royale qui ont été tirés au sort, mais ils n'ont pas répondu. Mais donc, il y a quand même, malgré tout, un taux de réponse, je dirais, de 5-6% par rapport à notre courrier. Mais on est quand même encore là, dans une logique où on doit encore trier, serrer, filtrer sur base de ces caractéristiques sociodémographiques de chacun des quartiers pour arriver à un nombre assez restreint finalement de participants, puisque ça je ne l'ai pas précisé, mais simplement vous dire que dans les quartiers de moins de 50 000 habitants, on a 11 représentants d'habitants et 6 représentants d'associations. Pour les quartiers de plus de 50 000 habitants, on est à 17 représentants d'habitants et 9 représentants d'associations. Donc, vous voyez que voilà, on doit essayer de trouver un échantillonnage diversifié, mais avec un nombre très restreint. Merci. C'est très intéressant d'avoir ces critères-là de représentativité d'un quartier pour accompagner le tirage au sort et d'inclure la famille royale aussi. Je n'aurais pas pensé à ça. Oui. Pour Marie Brasier, et ce sera nos dernières questions. Qui sont les animateurs des rencontres avec les citoyens? Est-ce qu'il y a des élus qui sont présents, des employés municipaux? Donc, qui anime ces rencontres-là? C'est le service démocratie participative et innovation. Donc, on a une élue chargée de la démocratie, qui est, elle, déjà très présente. Alors, la première année, en 2019, il y a pu y avoir énormément de choses faites sur le terrain, notamment sur les marchés, les regroupements d'associations, les forums, etc. Il y a eu 60 rencontres d'organisées, donc élus. Alors là, c'était plusieurs élus de l'Assemblée départementale, plus l'agent en charge du budget participatif. Depuis, on est passé de 1 agent à 4 agents. Voilà, on est 4 équivalents temps plein, parce que c'est ce qu'il fallait, en tout cas, pour pouvoir arriver à gérer cette machine. Et depuis, on est en pandémie, depuis 2020, donc là, on a géré à distance, certaines fois, donc via le numérique, et même après dans les classes, etc., dans les associations, on a quand même rencontré pas mal de jeunes, et là, ce sont les membres de l'équipe qui se déplacent. Voilà. Merci beaucoup. Et en dernière question, au moment de lancer les démarches d'informer la population que le budget participatif a commencé, est-ce qu'il y a des moments, un temps qui est consacré à l'information, et si oui, combien de temps avant de démarrer les collectes d'idées? Alors, jusque-là, les 2 premières éditions, en fait, ont commencé à communiquer auprès de la population via un grand plan de communication 15 jours avant. Cette année, on teste autre chose, c'est-à-dire qu'on va commencer dès mars
à communiquer pour un lancement qui se fera en juin. Et du coup, ça va être un lancement, on va dire, plus en douceur, mais beaucoup plus long. Voilà, donc on prévoit à peu près mars, avril, mai, 3 mois en amont de la phase de dépôt des idées. OK, c'est super Voilà, intéressant. mais c'est une expérimentation. Ouais. On va voir quel comment, type d'action vous allez faire pour alors, les types d'actions, ça va être pareil, de rencontrer les partenaires, voilà, d'aller sur les marchés si c'est possible, de communiquer via la radio, via la presse, de l'affichage, des flyers. On fait aussi, alors quelque chose qu'on a testé avec la pandémie, c'est des journées portes ouvertes numériques en tout petit format, c'est-à-dire que toute la journée, on est à 4 et par binôme, en fait, on anime des séances d'1 heure et on alterne 1 heure, 1 heure, 1 heure, 1 heure, toute la semaine, parfois le soir. Et ça fonctionne très bien. On prend 8 personnes uniquement. Et dès le départ de l'animation, on essaie d'évaluer le niveau, c'est-à-dire est-ce que les gens viennent vraiment pour avoir de l'information de base ou est-ce qu'ils viennent parce qu'ils ont une idée précise et qu'ils ont vraiment des questions techniques. Et donc, dès le début de l'animation, après, on scinde en deux et l'une prend, on va dire, une animation plus grand public et l'autre va partir en animation avec les gens qui ont vraiment des questions très précises sur leur projet. OK, c'est super intéressant. Ça va être intéressant de rester en contact pour savoir si ça a permis de mobiliser plus de personnes, d'outiller plus de personnes à participer à la démarche. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, nous allons passer à l'étape de division en sous-groupes pour vous permettre d'apprendre à vous connaître et d'échanger entre vous sur les pratiques d'inclusion. Alors, on va créer 5 sous-groupes puisqu'on est 100 personnes. Il y aura un animateur dans chaque sous-groupe qui va projeter à l'écran un document de prise de notes et qui va noter ce que vous allez, les faits saillants de votre discussion. La question qu'on va vous poser est quels sont vos bons coups pour relever les défis d'inclusion? Donc, vous verrez les défis d'inclusion, on vous a remis la diapositive. On vous demandera donc, avant de prendre la parole, de vous présenter. Vous pouvez mentionner votre nom, le pays que vous représentez et l'institution qui réalise le budget participatif. Donc, si vous coordonnez un budget participatif, vous êtes de quelle ville? Si vous participez à un budget participatif ou vous l'observez en tant que chercheur, donc quelle ville le met en place? Est-ce que j'ai une autre diapositive? Donc, on va vous demander, vu qu'on est beaucoup d'utiliser la main numérique pour signaler que vous voulez parler, l'animateur pourra vous accorder la parole. Pour les ordinateurs, l'outil se trouve en bas de votre écran, c'est l'outil Réaction qui ouvre plus d'options et vous pouvez trouver l'option Lever la main. Pour les tablettes, les options sont en haut de votre écran. S'il n'y a pas eu de mise à jour, donc c'est dans l'outil Participants qui ouvre la liste des participants et vous trouvez la main que vous pouvez lever. Alors, on va se diviser en sous-groupes. C'est Pauline. Est-ce que tu as mis fin de ton enregistrement, Pauline, ou mis pause? Je vais mettre sur pause. Donc, je vois déjà, le lien vous a été mis dans le chat. Vous pouvez écrire 1 ou 2 mots. Faites pas des phrases parce que ça va tout séparer vos mots, ça fera aucun sens. Donc, je vois que certains souhaitent vivre des partenariats, créer des partenariats, la coopération, les échanges, partage de pratiques, les rencontres. C'est vraiment ce qu'on a besoin, de se rencontrer, se parler. Des outils, avoir des outils utiles. Créativité. On a besoin de se parler pour stimuler nos idées. La franchise, être honnête sur les réalités. Ouais, on ne veut pas juste entendre les bons coups, on veut savoir les vraies réalités, les défis, puis comment on y fait face. L'influence. Oui, on a parlé dans notre groupe comment faire en sorte de faire entrer dans les discours que le budget participatif, c'est important de l'intégrer dans nos pratiques municipales. Solidarité, adaptation virtuelle, donc des bons coups. Réfléchir ensemble, sensibiliser. Espoir, ça nous donne espoir de se rassembler. Des innovations, les maillages, les bons coups. Ça va vite, j'ai de la misère à lire. Enthousiasme, ça, je suis très contente de le lire. Donc, on est content que ça vous plaise. Puis que, intelligence collective, communication ciblée. Donc, on va s'arrêter ici, mais vous pouvez continuer à mettre des mots. Vu qu'il nous reste 2 minutes, je vais céder la parole à Véronique Fournier pour le mot de la fin. Je vais juste repartager. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Merci Anne. Voilà. On avait
Les prochaines étapes du réseau, c'est vraiment inspirant de voir les mots et les idées pour la suite. À la conclusion de notre atelier d'échange aujourd'hui, on vous fera parvenir là, à tous les participants les ressources partagées, dont la fiche synthèse du premier portrait ainsi que le lien vers le rapport détaillé. Vous l'aurez par courriel, bien sûr, et ce sera disponible sur les différentes plateformes, tant du Centre d'écologie que de Décider ensemble. Nous allons également vous faire parvenir un formulaire d'évaluation de l'atelier que nous invitons à compléter, notamment sur l'appréciation, mais bien sûr pour les suites, peut-être en lien avec les mots inspirants qui ont été partagés tout à l'heure. Puis dans les prochains mois, bien, le Centre d'écologie urbaine et Décider ensemble, nous allons produire un outil de vulgarisation sur le cheminement d'une idée sous format de bande dessinée. Et on va bien sûr aussi poursuivre sur la base des pratiques et des expériences une réflexion vers peut-être des principes partagés, cadres de référence, valeurs communes autour du fondement de réseau franco-québécois, bien sûr en intégrant l'ensemble des apprentissages et des réflexions qui se font en cours de route. On a bien sûr le souhait aussi de tenir un événement en France et un au Québec en 2022, idéalement en personne, pour rendre davantage concrets ces ponts et ces collaborations dont on souhaite avancer ensemble. Et je vous invite bien sûr à suivre les médias sociaux et les infolettes respectives pour les informations pour ces prochaines étapes et événements. Puis enfin, bien, on vous invite vraiment tous ceux qui sont intéressés à collaborer, à développer le réseau, à nous contacter, que ce soit pour partager des expériences, s'engager dans le chantier. La feuille de route est à bâtir collectivement. Par exemple, en 2022, le souhait de tenir des événements, ça se ferait à l'automne, donc ça pourrait être que pour tenir un événement à la mairie, explorer des partenariats possibles ou peut-être à moyen terme, voir quels sont des partenariats dans les années à venir pour continuer à développer le réseau et le renforcement de ce mouvement démocratique. Donc, je terminerai sur ces derniers mots et je vous remercie vraiment de votre présence à tous aujourd'hui. Je remercie aussi l'équipe du Centre d'écologie de Décider ensemble qui ont mis en place le webinaire et organisé ce premier portrait des pratiques. Et je tiens bien sûr à remercier encore une fois nos trois panélistes, M. Francis Dumont de Rocher-Percé au Québec, M. Arnaud Pinson de la Ville de Bruxelles et enfin Mme Marie Vallée-Brasier du département des Landes. Votre expérience fut brève comme partage, mais bien intense et fort instructive aussi pour les réflexions qui ont animé notre atelier ce midi ou en début de soirée de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, merci encore une fois à tous et au plaisir de poursuivre cette feuille de route de collaboration. Merci à toutes et tous pour cette organisation. Le Césaire Hauts-de-France réalise à l'heure actuelle un rapport avis sur la démocratie participative et on a déjà mis à l'honneur les rencontres européennes de la participation d'Amiens et nous compléterons notre premier travail avec le travail d'aujourd'hui.